Bonjour, c'est Michel Drac et Maurice Gendre. Bonjour. Alors on va refaire aujourd'hui le petit exercice qu'on avait fait après les présidentielles. Alors après les présidentielles, on avait appelé ça regardons les chiffres. Cette fois-ci, on va appeler ça regardons les faits. Parce qu'on va avoir moins de chiffres. Je pense qu'on va moins s'assommer avec des chiffres. Je vais quand même faire un petit rappel des résultats des législatives. Et puis ensuite, avec Maurice, on refera le match ensemble pour rigoler un petit peu. Parce que c'est toujours plus drôle de le faire à deux. Alors, les législatives, quelques chiffres juste pour se rafraîchir la mémoire. Donc, si je fais court, en France, il y a 47 600 000 inscrits sur les listes électorales. Pour rappel, il y a quand même un Français sur 7, un Français sur 8 ou quelque chose comme ça qui est en âge de voter et qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais bon, on va considérer que s'ils ne sont pas inscrits, c'est parce qu'ils déménagent, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Même si on sait qu'en réalité, il y en a une partie parmi ces gens qui ne sont pas inscrits, c'est parce qu'ils en ont marre de la politique, déjà. Juste note de contexte. Il y a eu au présidentiel premier tour 37 millions de votants, ce qui était un taux de participation pas terrible, mais pas catastrophique. Et aux législatives, 23 millions de votants, donc moins de la moitié des inscrits, ce qui est historiquement bas. Au niveau des exprimés, on était passé à la présidentielle de 36 millions premier tour, aux législatives 23 millions premier tour à peu près, 22,7 millions exactement, un peu moins que les votants, ce qui est, dès le premier tour des législatives, un ratio exprimé sur inscrit historiquement bas. Chose intéressante, si on essaye d'évaluer le nombre d'exprimés par tranche d'âge. Alors c'est forcément une évaluation parce qu'on ne peut pas savoir exactement qui a voté blanc ou nul. Bon. Mais on peut estimer en gros qu'à la présidentielle, il y a eu à peu près 20 millions de plus de 55 ans qui ont voté au premier tour, et qu'à la législative, il y a eu à peu près 15 millions de plus de 55 ans qui ont voté et qui sont exprimés au premier tour. Au niveau des moins de 55 ans, on peut estimer qu'ils ont été à peu près 16 millions à s'exprimer au premier tour, quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que le corps électoral français à la présidentielle a plus de 55 ans, nettement. Et alors à la législative, ça c'est absolument historique, et je le souligne parce que je trouve que ça a été assez peu rappelé au moment des résultats et des analyses. Il semble, pour autant qu'on puisse l'évaluer, qu'il n'y a eu que 8, peut-être 9 millions au maximum de moins de 55 ans pour s'exprimer au premier tour. Et au deuxième tour, comme le taux de participation s'est encore effondré, là on doit être probablement à moins de 8 millions de moins de 55 ans qui se sont exprimés sur à peu près 25 ou 26 millions de moins de 55 ans en âge de voter, de personnes de 18 à 55 ans en France. Autant dire que notre assemblée représentative représente peut-être un peu les seniors, et encore ça se discute, mais plus du tout les actifs, plus du tout les Français de moins de 55 ans. C'est à mon avis le premier enseignement qu'on peut tirer de ce cycle électoral, une véritable implosion démocratique au niveau des personnes de moins de 55 ans, qui ne sont plus du tout représentées par le système et dont beaucoup, la grande majorité en fait, ne trouve même plus la force de s'y intéresser, ce qui finira à mon avis par poser de très gros problèmes. Si on regarde maintenant ce qu'ont fait les différentes sectes de partis politiques, je me lâche, hein. On se lâche aujourd'hui? Ouais, on se lâche? Allez, on se lâche. Bon. Si on regarde maintenant ce qu'ont fait donc ces différentes sectes de on a France Insoumise, à laquelle j'ai agrégé ce qui reste du Parti communiste français, parce que bon, ils existent encore. Oui, mais alors ils ont même pas réussi à s'entendre dans l'hémicycle pour faire un groupe ensemble. Ouais. Je crois que France Insoumise a fait un groupe seul. Oui. Ils ont 17 députés, je crois. Oh là là, putain, c'est quand même... Ah ouais, non, bon, bref, ça va aller loin avec ça. Hein, bon. Et donc, si je les mets ensemble, ils ont fait 7 millions au premier tour, donc ça, c'est Mélenchon. À mon avis, d'ailleurs, ils ont fait, c'est surtout Mélenchon, en fait, qui est un type, à mon avis, entouré par une secte de sectaire et particulier. Mon opinion. Clémentine. Bonjour Clémentine. Mais lui, par contre, est effectivement un tribun de très grande qualité, ce qui explique quand même qu'ils aient réussi à faire 7 millions,
Une raison secondaire, à mon avis, étant aussi que la presse était bien contente de l'utiliser pour amener Marine Le Pen au second tour, mais pas trop haut. Au premier tour, vous voyez, Mélenchon, c'était le curseur de régulation de la marine. Voilà. Et quand il a commencé à être trop haut, c'est ce qu'on avait signalé, il a été transformé en stalinien avec un couteau entre les dents. Eh ben oui. Il fallait monter haut, juste assez pour que la marine ne soit pas devant Macron. Mais pas trop. Mais pas trop, pas trop. Jean-Luc, t'es allé trop haut, Jean-Luc. Hein, c'est embêtant pour un couvreur d'aller trop haut. Bon. Ah oui, bon. Alors, donc, il a 7 millions à la présidentielle premier tour et 3 millions à la législative premier tour. C'est bien, il y a à peu près 47 millions d'inscrits, on va dire il y a facilement 50 millions de Français en âge de voter. Il y en a 3 millions quand même qui sont allés voter pour la secte de Insoumise. Bravo, c'est très fort. La secte de Parti socialiste, elle, et qui persiste à ne pas se rendre compte qu'elle n'existe plus, ce qui est amusant. Qu'elle n'est plus un parti et qu'elle n'a jamais été socialiste depuis 83. Voilà, donc, mais c'est pas grave, ça existe encore en théorie. Ils sont passés de 2,3 millions, le score du premier tour, à 1,7 million, le score de la secte à la législative premier tour. Je me demande d'ailleurs un peu qui, en fait, a voté pour eux. Moi, peut-être, à mon avis... Qui reste-t-il, ouais. Bon, il y a les membres, il y a... Les élus locaux. Les élus locaux. Mais ils en ont quand même beaucoup moins depuis les municipales et depuis les départementales. Il y a les mecs qui sont employés... ah oui, dans ces mairies-là. Dans ces mairies-là. Et puis il y a ceux, ça fait tellement longtemps qu'ils votent mettre un bulletin socialiste dans l'urne que c'est un réflexe conditionné, ils ne peuvent plus... peuvent plus faire autrement. Voilà. Mais sinon, enfin, 1,7 million, allez, d'accord, on oublie. La République en marche, alors ça c'est la secte de Créteil en poupe, parce qu'elle est dirigée par une espèce de télévangéliste qui s'est bien hurlé devant une caméra, c'est notre projet, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est son projet, d'ailleurs, il n'y en a pas, c'est pas grave. Alors eux, ils sont passés de 8,7 millions au présidentiel premier tour à 6,4 millions au législatif premier tour. C'est la baisse la moins forte. Bon, ça c'est classique, c'est le phénomène de moindre démobilisation. C'est le fait majoritaire. Voilà. Aggravé par le passage du septennat au quinquennat. Voilà, c'est ça. Et l'inversion du calendrier qui avait été décidé par Chirac et Jospin en leur temps. Voilà. Donc la conclusion est claire et nette, comme d'habitude. La législative, en fait, ne sert quasiment plus à rien dans le système actuel, puisque bon, la présidentielle décide du résultat de la législative. Moi, j'étais pas convaincu, a priori, que ça se passerait comme ça, parce qu'il me semblait que l'ampleur du bordel devenait telle que ça serait... On ne pouvait pas être sûr à l'avance de la façon dont les choses allaient se passer, parce que ça ressemble plus à rien, quoi. Je veux dire, un système pentagulaire ou quadrangulaire, comme ça, quadripartite, disons, avec un scrutin majoritaire à 2 tours, on ne savait pas trop. Bah si, ça marche encore comme ça, apparemment. En tout cas, cette fois-ci, ça a marché. Et donc, la secte de crétins dite La République en marche a fait 6,4 millions, c'est-à-dire à peu près un Français en âge de voter sur 6, quelque chose comme ça, ce qui lui permet d'être majoritaire. Et d'avoir la majorité absolue dans l'hémicycle. Voilà, et de gouverner avec un Français sur 6 et principalement, probablement, des personnes âgées. C'est ce qu'ils appellent la démocratie représentative. Voilà, c'est-à-dire en fait, vous prenez la classe moyenne supérieure, vous prenez la fraction de la classe moyenne supérieure qui est la plus consciente de ses intérêts de classe. Vous agrégez autour les vieux qui comprennent rien et quelques minorités qui, pour une raison ou pour une autre, ont intérêt à aller dans le sens du pouvoir à un moment donné. Ouais, et puis les personnes qui s'intéressent à la politique, mais tout en étant parfaitement dépolitisées. Alors c'est pas contradictoire. C'est des gens qui ont un sens civique. C'est souvent ce qu'on entend dire. Il est important de voter, les gens se sont battus pour ça. Mais n'entravent rien à la chose publique et à la chose politique, mais décident de se déplacer et dire le mouvement en ce moment qui a le vent en poupe et qui semble être nouveau, novateur, ils disent, c'était la République en marche. Fallait congentis, quoi. Voilà, c'est ça. Les congentis, voilà. Donc, quand vous agrégez la classe moyenne supérieure consciente de ses intérêts, que vous mettez autour les vieux, les minorités, quelques minorités ici ou là, et la masse des cons gentils qui ne veulent pas faire de mal mais qui ne comprennent rien, vous avez un électeur sur 6 et avec ça, par la magie du mode de scrutin, vous avez la majorité et vous gouvernez le pays. Voilà, ça c'est la démocratie représentative version 2017.
C'est intéressant. Mm. Voilà, bon, c'est la conclusion. Et puis vous avez les Républicains. Alors eux, ils sont passés de 7,2 millions à 3,6 millions, ce qui est finalement une décote importante, mais pas si importante que ça si on tient compte du fait que normalement ils auraient dû s'écrouler complètement, après l'échec de Fillon. Ce qui les a sauvés, à mon avis, c'est ce qu'on a vu sur le taux d'abstention plus faible des vieux, parce que l'électorat des Républicains, c'est les vieux. Donc les vieux ils ont beaucoup de défauts. Le principal du point de vue des Républicains étant d'ailleurs que les vieux meurent. Il va y avoir finalement un problème pour les Républicains dans quelques années. Parce que... Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève, voilà. Mais ils ont une qualité, ils ont de la suite dans les idées. Il faut reconnaître. Donc ils ont dit, on vote républicain, et donc ils ont quand même, les Républicains, ils ont sauvé leur mise, mine de rien. 3,6 millions. Et le FN, le grand perdant avec France Insoumise des législatives, qui passe de 7,7 millions à 3 millions de voix. Puis il y a une légère augmentation des autres, parce qu'il y a plein de petits candidats locaux qui viennent un peu gonfler la catégorie des autres votants entre les présidentielles et les législatives. Enfin, si on s'arrête aux grandes lignes, les choses sont claires. Les jeunes, après la présidentielle, sont dégoûtés, ils ne vont pas voter. Catastrophe pour France Insoumise, catastrophe pour le FN. C'est assez cohérent avec la sociologie des électorats. La relative consolidation aussi des LR au premier et au second tour des législatives, ça s'explique aussi par la hausse de la CSG qui était promise par la République En Marche. Oui, ça n'a pas plu, ça. Ça n'a pas plu, ça. Et c'est que le début, les gars. Ah, moi, j'adore. Je vais adorer quand tous les mecs qui soit ont voté Macron, soit on dit ouais, non, Macron, ça ira, quoi. Je vais adorer maintenant quand ils vont se faire, mais. Comme au coin d'un bois. Et moi, la question que je me suis posée lors de ces législatives, c'est que je m'étais mis à la place d'un électeur, enfin, tant que je puisse y arriver, électeur lambda du PS ou des Républicains. Je m'étais dit, mais ces gens vont voter pour un candidat dans leur circonscription, espérant le faire élire comme député, mais ils n'ont aucune garantie que ce député, une fois élu, ne rejoindra pas la majorité présidentielle. Ça les a pas empêchés de voter pour. Hein. Ça ne les a pas empêchés de voter pour. Alors pourtant, alors que c'est vraiment un problème qui normalement aurait dû les dissuader de voter pour un de ces candidats. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Sitôt, les députés républicains, je crois qu'ils sont une centaine dans l'hémicycle, au Palais Bourbon, je crois qu'ils sont une centaine. Bon, on a vu un groupe se constituer, autoproclamer les constructifs, avec l'ineffable et l'inénarrable Thierry Solaire à la tête, qui s'est empressé de dire que voilà, il serait donc constructif et aiderait le président Macron et sa majorité autant que faire se peut. Surtout en plus, ils ont vraiment besoin d'eux, puisqu'ils ont déjà la majorité absolue, sans le modem. Donc on imagine que les députés de la République En Marche n'attendaient que le soutien des députés LR constructifs. Voilà. Et puis pour le PS, même chose. Il y avait là aussi le risque de voir d'élire un député estampillé PS, rejoindre finalement au dernier moment la grande cohorte des députés de la République En Marche. Quoi. Bon, visiblement, ça s'est moins fait, ça s'est quand même beaucoup moins fait du côté des ceux qui avaient passé. Des députés PS, je crois qu'ils sont une trentaine, non, d'élus, trentaine de députés PS, je crois. Ceux qui avaient déjà passé de l'autre côté l'avaient fait, quoi. Il l'avait fait un peu avant. Tandis que c'était beaucoup plus sournois chez les Républicains. On sentait vraiment qu'ils attendaient au dernier moment avant de sortir du bois, voire même après l'élection. Quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez à choisir entre deux sectes de et que vous savez que l'une et l'autre, fondamentalement, vont faire à peu près la même politique. Parce que franchement, quand on regarde dans le détail, ok, il y a quelques nuances, mais si on s'arrête aux grandes lignes, la différence entre les Républicains, la République En Marche et les partis socialistes, ouais, bon. Qu'est-ce qui va les guider? Je pense que les mecs, simplement, ils font le calcul. Je pense que ceux qui n'ont pas quitté le PS, tu vois, c'est parce qu'ils se sont dit, on ne sait jamais, le PS peut rebondir. On ne sait jamais, on ne peut jamais savoir. Une fois que la République En Marche se sera plantée, tout est possible. Si on s'en va maintenant, on n'aura pas beaucoup de gâteaux de l'autre côté, parce qu'on sera parmi les derniers arrivés. Alors que si on reste et que ça rebondit, on aura beaucoup de gâteaux, puisqu'on sera resté.
Et c'est tout. Je crois que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. En fait, ces sectes de à leur sommet par des gangs d'arrivistes, et la seule chose qui les anime, c'est leur arrivisme, quoi. Voilà. Moi, c'est la conclusion que je tire de ce cycle électoral. En fait, la France est un pays de nuls, avec une classe politique nulle, une politique intérieure nulle, des partis politiques nuls, un corps électoral nul, aucune proposition, aucune vision. Collectivement, les Français sont arrivés à la conclusion que leurs problèmes n'avaient plus de solution. Et pour ne pas avoir à trancher entre les différentes sectes proposer des visions partielles non convaincantes, il faut le reconnaître, ils ont carrément choisi la secte de Chrétien qui proposait aucune vision à part du blabla et la promesse que les choses dureront encore quelques années. Moi, c'est la conclusion que j'en tire. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion, toi? Ouais, il y a ça. Alors je mettrai un bémol quand même pour deux électorats, quand même. France Insoumise et Front National. Oh, mais il est gentil, ce Ouais, Maurice. un petit bémol quand même. Il est gentil. Il y a eu une démotivation quand même au sein de ces deux électorats, ça s'est vu quoi, surtout au premier tour des législatives. Moi, et là, je parlais surtout des Français assez nunuches pour aller soit voter Macron, Hmm. Oui, soit, je comprenais tu bien. vois, je veux dire, c'est bon, enfin, parce que les Français, c'est pas tous les Français, naturellement. Il reste des franges où il y a un petit peu de vie intelligente ici ou là. Enfin, la grande masse, quoi, vraiment. La conclusion, Ah, c'est ça revient à ce qu'on avait déjà conclu dans la première vidéo après la présidentielle. Euh, Ces élections ont définitivement prouvé que le pays est irréconciliable. Différentes fractions du pays sont irréconciliables les unes avec les autres. Il y a un pays totalement morcelé, des fractures françaises, un éclatement, un émiettement du pays. Euh, Niveau de revenus, ce qu'on avait évoqué, niveau de diplôme, classe d'âge, classe sociale, euh, distinction entre les métropoles et bon, ce que Guy lui appelle un peu facilement la France périphérique, même si ça recoupe effectivement une forme de réalité, donc avec les petites villes, villes moyennes et zones rurales. Bon, voilà, on a un pays complètement éclaté, ça avait été flagrant avec le premier tour de la présidentielle. Ça s'est accentué avec les législatives, puisque deux électorats ont déserté, sont démobilisés, donc France Insoumise et Front National, puisque ces gens-là, ces électeurs-là se disent le scrutin majoritaire à deux tours nous est totalement défavorable. Donc, à quoi ça sert de se déplacer? Et de toute façon, il va bénéficier du fait majoritaire, ce qui n'a pas loupé. Euh, donc il y a eu cette démotivation. Alors après, est-ce qu'il y a des raisons annexes qui nous échappent? Alors ça va de la météo en passant par, comme je disais, la démotivation et peut-être d'autres éléments qui nous échappent. Voilà, par contre, je connais pas évidemment cas par cas toutes les raisons qui poussent quelqu'un à ne pas se déplacer à un premier tour des législatives. Alors, s'agissant de l'électorat FN, je me lâche, hein, tu m'excuses, hein, je me lâche complètement. Le cycle électoral est fini, donc On peut y aller. on peut y aller, on peut dire tout ce qu'on pense vraiment. Je pense qu'il y a eu une raison supplémentaire. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience brutale dans une grande partie de l'électorat FN du fait que c'est pas parce qu'un parti politique est capable de faire un diagnostic correct qu'il propose une vision crédible. Et je crois que d'un seul coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont réalisé que vraiment, on ne pouvait pas continuer comme ça avec un parti protestataire qui se retrouve au deuxième tour. Que soit il fallait plus que ce parti aille au deuxième tour, soit il fallait qu'il arrête d'être protestataire, qu'il devienne vraiment porteur d'une vision. Et je pense qu'il y a eu une sorte d'effet. Force de proposition. Ouais. Je pense qu'il y a eu une sorte d'effet de presque punitif, quoi. Je pense que Oui, c'est possible. Ça a joué un rôle. Oui, c'est très possible. C'est très possible. Et la question d'ailleurs, ça s'est vu en partie depuis le début de la mandature, c'est que le parti qui pour l'instant s'affiche comme le parti d'opposition, le premier parti d'opposition, c'est pas LR évidemment comme ils sont complètement divisés. Ils sont scindés en deux, ils vont probablement éclater. Ni le Front National parce qu'ils n'ont obtenu que
que 8 députés, donc on va me dire oui c'est 4 fois plus que lors de la dernière mandature. Enfin bon, il y a une époque, on avait quasiment des projections où on nous annonçait entre 50 et 100 députés, en raison des triangulaires notamment. Résultat, il y a eu une seule triangulaire du fait de la participation, qui était très faible. Donc bon, et résultat, quel est le parti aujourd'hui qui s'affiche comme le principal parti d'opposition, notamment à l'Assemblée nationale? C'est la France Insoumise. Alors effectivement, l'actualité politique peut-être pousse à cela du fait de la réforme du Code du travail, cette loi El Khomri au carré, qui est en projet. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup plus les députés de la France Insoumise, ils sont beaucoup plus visibles que ceux du Front National pour le moment, quoi. Je crois que le système est capable d'une certaine façon de programmer son évolution. Je veux dire par là qu'il y a des gens à l'intérieur du système qui sont bien placés, qui tiennent l'appareil médiatique en particulier, et qui réfléchissent 2 ou 3 coups à l'avance sur la configuration politique qui leur permettra de garder la main. Et à mon avis, la configuration politique qu'ils ont en tête, qu'ils veulent incuber, à travers la manipulation de l'opinion, qui leur a permis déjà d'installer les choses en quelque sorte à l'Assemblée nationale, et puis que probablement ils vont renforcer dans les années qui viennent. Je pense que c'est une configuration qui rappelle un peu la 4ème République, c'est-à-dire une force centrale qui n'est pas majoritaire dans le pays, mais qui reste prépondérante parce que ces deux adversaires, un à gauche, un à droite, ne peuvent pas s'unir. Et dans cette perspective, si c'est bien ça, si c'est bien la cartographie politique que les maîtres du système médiatique, c'est-à-dire en fait les grands groupes capitalistes, veulent incuber, dans cette configuration, France Insoumise a sa place. Les Républicains n'ont plus leur place, mais il faut que l'aile droite des Républicains s'allie avec un bout du Front National pour fabriquer le pôle de droite conservateur, qui ne pourra pas s'allier à France Insoumise. Comme ça, on va dire la gauche radicale et la droite conservatrice vont se neutraliser mutuellement. Pour le plus grand bénéfice de la force centriste. De la force centriste. Moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent incuber. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont donner pas mal de visibilité à France Insoumise. Maintenant qu'ils sont bien partis pour tuer le PS et pour tuer les Républicains, ils ont les moyens d'incuber une force centriste qui est installée et qui ne sera plus menacée par France Insoumise. En tout cas, pas à horizon prévisible. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils vont jouer le coup. Et il y a un autre élément, c'est que globalement, la France Insoumise a parlé d'une seule voix depuis les législatives, très largement. C'est-à-dire qu'il y avait un point de vue univoque sur tel ou tel sujet, alors que la cacophonie a régné au Front National. Donc même les électeurs du Front National ou leurs sympathisants ont dû se demander, oui, mais quel Front National ? C'est vrai que le FN s'auto-détruit en ce moment. Alors entre Philippot qui annonçait en plein milieu des législatives si l'euro est abandonné en cours de route, je m'en vais, ma place n'est plus là. Enfin bon, on pourrait parler d'une forme de menace ou de chantage, voilà. Et puis de l'autre côté, on avait ceux qui disaient la ligne Philippot responsable de tout, de tous les maux, de toutes les erreurs, de tous nos échecs. C'est lui qu'il faut faire sauter. Ça en plein milieu des législatives. C'est quand même très particulier de faire ça en pleine période électorale, de régler ses comptes sur la place publique. C'est complètement surréaliste. C'est invraisemblable. C'est surréaliste. Mais moi, surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc, là. Je veux dire, ça fait combien de temps que le Front National doit définir une ligne sur ces questions-là et qu'on sait qu'elles sont cruciales. Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais je me souviens en 2014 d'avoir prononcé une conférence à Strasbourg où je disais en gros la question qui va forcément à un moment conditionner les élections en France qui viennent et l'arrivée ou pas d'un gouvernement de rupture en France, c'est la question de l'euro. C'est la capacité de l'opposition à structurer une réponse sur cette question-là qui va être décisive. Je ne suis pas un génie. Je l'ai dit parce que tout le monde le disait, tout le monde le savait. Dès 2014, on le savait,
c'est là-dessus que pouvait achoper, comment dire, la montée en puissance d'un Front National qui se serait transformé en vraie force de gouvernement. On le savait. Et ça fait des années. Donc, apparemment, quand ils sont arrivés après le premier tour, avant le deuxième tour de la présidentielle, c'est là qu'ils se sont dit, ah oui, mais au fait, il faudrait quand même qu'on soit vraiment capable d'articuler un discours solide, carré et auquel on croit tous. Mais c'est surréaliste, quoi, je veux dire. Ce qui m'étonne, c'est pas tellement qu'ils aient ce débat, c'est qu'il l'ait à ce moment-là. C'était il y a 3 ans qu'il fallait l'avoir, ce débat. Enfin, je veux dire, c'est seulement en 2017 que vous vous êtes rendu compte que peut-être il fallait traiter cette question-là. Peu importe d'ailleurs, même l'option réelle qu'on choisissait. Mais ça, après, on peut en discuter, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement technique. C'est certainement pas un débat qu'on peut trancher de toute façon par des positions dogmatiques dans l'absolu, contre, pour la sortie, contre la sortie, ça veut rien dire de toute façon. C'est bien plus complexe que ça. Et comme toutes les choses extrêmement compliquées, il faut les aborder avec des idées simples au départ. Qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, en fonction de quelle vision de la nation, de l'État et donc de l'économie nationale. C'est là qu'on peut commencer à réfléchir. Mais toute cette réflexion-là, mais alors il paraît qu'il y avait des collectifs thématiques, il paraît qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, on nous a parlé des C'est ce que orages. certains ont fait d'ailleurs. Ben alors, c'est allé où? C'est passé comment? Parce que moi, ce que je voudrais bien qu'on m'explique, en tant qu'électeur Front National, moi je veux dire, je suis pas militant, j'ai pas la fibre militante, ça m'intéresse pas, hein, honnêtement. J'ai lu les bouquins là, des candidats à la présidentielle. Ouf. Franchement, c'est une souffrance de lire des bouquins d'hommes politiques. Je veux dire, ça m'intéresse pas dans l'absolu. Mais la question que je me pose, c'est, en tant qu'électeur, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, en tant que client, entre guillemets, d'une offre politique, quoi. C'est, écoutez les mecs, alors vous avez des collectifs, vous avez des auras, vous avez des machins comme ça, mais apparemment, d'après ce qu'on a appris, le matin du débat du 3 mai 2017 contre Emmanuel Macron, les fiches pour Marine Le Pen concernant ce qu'elle devait dire ou ne pas dire à propos de la question de l'euro n'étaient pas sur sa table, elle n'en avait pas pris connaissance. Moi, c'est ce que j'ai lu. Mais comment c'est possible? Mais enfin, comment, quoi, hein? Donc, si vous voulez, les gars, hein, faut se poser les questions. Un mot sur le Front National avant d'aborder un autre sujet. Un dernier mot, c'est le. Je crois que, bon, tu disais, voilà, il y a eu certainement un aspect punitif d'une partie de l'électorat du Front National, pour leur dire, vous posez le bon diagnostic, effectivement, mais nous ne vous jugeons pas assez crédible Bah oui. sur votre capacité à gouverner, voire vos propositions. Il y a ça, et je me demande aussi, bon ça c'est en partie indépendant de la volonté du Front National, si le FN n'est pas en train de connaître tout simplement ce que le PCF a connu en son temps. C'est-à-dire toujours bien placé, jamais gagnant. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un peu leur malédiction, et ça, ils y sont pour rien. Bon, ça s'est vu au moment des régionales. Bon, je veux dire, en décembre 2015, au moins 2 régions pouvaient être arrachées. Ils ont été encore victimes, bien qu'on pensait que ça ne fonctionnait peut-être plus autant qu'avant, mais ils ont encore été victimes à ce moment-là du fameux front républicain et du cordon sanitaire. Et donc il y a quand même encore malgré tout un plafond de verre. Et au bout d'un moment, bah, les gens se disent à quoi bon? Nous votons pour eux, ils sont toujours placés, certes, parfois très bien placés, finalistes, Nous, ce genre mais jamais gagnants. Et c'est ce qu'a connu le PCF à la fin des années 70, début 80. Bon, ils avaient amorcé en fait, quand on regarde vraiment les chiffres, hein, le PCF avait commencé à amorcer sa descente bien avant. Mais là où ça commence à devenir vraiment problématique pour eux, évidemment, il y a le programme commun, l'Union de la gauche, etc., qui vont finir de l'achever. Mais le fait d'avoir toujours été parmi les finalistes et jamais parmi les gagnants a coûté très cher au PCF à terme. Et je me demande si le Front National n'est pas en train de vivre ça aujourd'hui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on pouvait se demander avant les élections 2017, moi honnêtement, enfin,
Honnêtement, moi, je me demandais pas si Marine Le Pen serait élue. Je pensais qu'elle avait quasiment aucune chance d'être élue. Mais je me demandais si elle arriverait à installer en quelque sorte le Front National comme force d'opposition Comme la française. première force d'opposition Ouais. française. Et ben la réponse est non. Sous cet angle, c'est un échec. Mm. Voilà. Donc la situation, c'est que l'oligarchie, on va dire, structurée quand même, je pense, principalement par le grand patronat et ses différents lobbies, avec en aile marchande, en, comment dire, la plus active et qui prend progressivement du poids, ce que représente quelqu'un comme Patrick Drahi, on va dire, c'est-à-dire eh bien, ici, là, ce patronat-là a réussi, à mon avis, à modeler le paysage politique qui, a priori, est en tout cas le plus de nature à lui permettre d'éviter l'arrivée d'un gouvernement de rupture, non seulement en 2017, c'était trop tôt, mais même dans les années qui viennent. De toute façon, on a vécu une séquence électorale très particulière qui a très largement ressemblé, enfin, qui n'a pas ressemblé, qui a été euh, un coup d'État, un coup de force en tout cas, Oui. médiatico-judiciaire. Alors, ils ont Un dit, candidat qui était donné favori il y a quelques mois après la primaire des Républicains, en l'occurrence Fillon, a été pulvérisé, atomisé par une partie du monde judiciaire et par la presse française, hmm, avec, bon, évidemment, quelques organes de presse bien identifiés, bon, Mediapart, l'officine Mediapart, le Canard enchaîné, et évidemment BFM TV. On a la candidate du Front National qui a été affaiblie aussi à travers les enquêtes autour des assistants parlementaires, de telle façon qu'elle n'est certainement pas arrivée en tête aussi au premier tour pour cette raison, ça a dû très certainement jouer, hormis même ses mauvaises prestations, notamment lors des 2 débats qui précédaient le premier tour. Ça a dû jouer aussi, je pense. bah, je pense que ce qui la plante, à mon avis, c'est que le système médiatique s'est bien organisé, je te dis, pour fixer l'électorat des, on va dire, des jeunes potentiellement en révolte du côté de Mélenchon. Des 18-25, ouais, surtout. Voilà. Et comme la campagne de Marine Le Pen était plus tournée vers l'électorat jeune que vers l'électorat vieux, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un peu inéluctable en fait pour le Front National, parce que, enfin, moi, mon opinion personnelle, si tu veux, c'est que les gens qui disent en gros, il faudrait que le FN se lance à l'assaut de l'électorat, entre guillemets, des vieux, ils ont un problème de fond qui est que il faut bien voir que quand tu vas sur un électorat comme ça, si tu veux pouvoir le capter au premier tour, il faut être le plus crédible sur son domaine. Et je ne vois vraiment pas comment le FN pourrait être plus crédible sur cet électorat, entre guillemets, âgé, que les républicains ou... Surtout les républicains, en fait. ouais, voilà, donc à mon avis... donc c'est... Voilà. Enfin, crédible, entendons-nous bien sur le terme crédible, mais disons porté vers. Alors, on va dire. Bah, disons, pas la crédibilité réelle, au Voilà. regard de ce que les mecs peuvent faire ou pas, mais la crédibilité Perçu. perçue par cet électorat. Mm. Donc, moi, à mon avis, le piège qui s'est refermé sur le FN, ça ne m'engage que moi, dès lors que France Insoumise avait réussi son lancement, il était refermé, quoi. Mm. Bah, c'est mon opinion. Alors, on va dire c'est parce que ma sensibilité, naturellement, me porte plus dans le, tu vois, vers cet électorat potentiellement France Insoumise, potentiellement FN, que vers l'électorat potentiellement républicain, potentiellement FN. Mais même, je pense objectivement, je ne vois pas comment un parti qui est un parti jouant en contre, proposant une rupture, parce que le FN propose nécessairement une rupture, je ne vois pas comment il pourrait être le parti qui va capter un électorat âgé. Ouais, de plus de 65 ans. L'électorat républicain de moins de 60 ans, là, il y a effectivement une frange sur laquelle le FN, à mon avis, a les territoires de conquête. Mais l'électorat des personnes âgées, moi, j'y crois pas. Sur le coup d'état médiatico-judiciaire dont on parlait, bon, il y a clairement le parquet financier qui a joué sa partition. Les organes de presse dont je parlais, donc ça s'est passé en 2 temps.
donc affaiblir Marine Le Pen de telle façon à l'empêcher de virer en tête au premier tour, plus bon les éléments dont on a parlé avec la France Insoumise, etc. Et puis bon, une campagne qui manquait un peu de relief. Bah, il n'y avait pas de souffle. Qui manquait de relief et de souffle. Il n'y avait pas de souffle parce qu'il n'y avait pas de vision, en fait. Voilà, en partie. En fait, on était sur des choses sues, connues. Il n'y avait pas d'erreur, en fait. Il n'y avait pas de grosses erreurs, il n'y avait pas de gros ratés. Mais il n'y avait pas de souffle, effectivement, comme on l'a vu, par contre, dans la campagne de Mélenchon, où là, c'était très visible. Oui, bah parce que lui... Il y avait un projet, il y avait une cohérence. Il avait une vision. Il y avait une cohérence, il y avait une vision globale, en fait. Enfin, disons, il avait une vision globale vendable... pendant le temps d'une campagne électorale. Voilà. Après, quand on rentre en profondeur, c'est quand même beaucoup de flûte, hein, son truc. Mais ça fait affaire, quoi. Et évidemment, la troisième partie de ce coup d'État, ce coup de force médiatico-judiciaire, c'est évidemment cette quasi-création ex nihilo du candidat Macron. C'est-à-dire porté au pinacle. Évidemment, il avait tout un tas de réseaux derrière, dont on a déjà parlé, qui sont connus, bon, de la plupart des gens qui suivent cette chaîne. Mais il a été porté au pinacle, il a été porté au nu par une partie donc de la médiasphère, quand les deux autres candidats, ses deux principaux adversaires, étaient eux voués aux gémonies. Et j'insiste sur le fait que les médias, et dans une moindre mesure l'autorité judiciaire, ont fait cette élection. Ils ont fait cette élection, notamment évidemment la présidentielle. Donc ce qui a eu évidemment des répercussions évidentes, on l'a vu après pour les législatives. Donc on a cru même longtemps dans nos milieux, voilà, ce qu'il est convenu d'appeler la réinfosphère, les médias alternatifs. En plus, bon, après l'expérience Trump, que en fait c'était la fin des vieux médias traditionnels. En fait, non, pas du tout. En France, les vieux médias traditionnels peuvent encore faire une élection. Mais je crois qu'il y a une des grandes erreurs de ces temps récents dans nos petits milieux, là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'on pouvait en quelque sorte transposer ce qui s'est passé aux États-Unis autour de Trump sur ce qui se passait en France. Mais je crois que c'est pas comme ça. Déjà, il y a des faits culturels. C'est-à-dire que Trump est un troll, très souvent. Il y a des comportements qui sont vraiment des comportements de troll, quoi. Oui, faut hurler de rire à titre personnel. Qui sont très drôles, je reconnais, mais simplement ce qu'il y a, c'est qu'en France, c'est pas dans la culture nationale. C'est pas nécessairement transposable. Voilà. C'est-à-dire que l'outrance caractéristique de Trump, dans un pays où on a l'habitude d'avoir des pasteurs évangéliques qui vous annoncent à la fin du sermon, à propos, mon frère qui a une boîte qui fabrique des super cocktails de jus de fruits vitaminés vous les vend à la sortie du temple. De la méga church. De la méga church, voilà. Ça passe très bien, parce que là-bas, bon, du moment qu'il y a des couleurs criardes, que ça crie et qu'on s'amuse bien, c'est culturel, quoi. En France, c'est pas trop dans la tradition. Ça passe pas trop, et je pense que là, il y a eu une erreur. D'ailleurs, toujours jouer à contre-temps dans la campagne de Marine Le Pen. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, en fait, qu'elle n'était pas assez Trump quand elle aurait dû l'être, et trop quand elle n'aurait pas dû l'être. Enfin, moi, je l'ai toujours trouvé... À contre-temps. À contre-temps. Comme si, en fait, j'ai l'impression... Moi, je crois que ce qui se passe, en fait, c'est que quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas vraiment de cohérence intérieure, on n'a pas le mouvement et le feeling qui permet de sentir en quelque sorte l'esprit de l'instant tel qu'il est et tel que ça va permettre d'incarner quelque chose devant les électeurs. Je pense que curieusement, ce qui fait qu'un homme politique arrive à incarner quelque chose devant les électeurs, c'est qu'il a une substance propre. Et en fait, cette substance peut être différente de ce que veulent les électeurs, parce qu'elle sert un peu comme un écran, permet de projeter une image. Mais quand il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'écran, et l'image ne projette pas.
Et moi, c'est la sensation que j'ai eue pour Pendant cette Marine. campagne. Ouais, clairement, clairement. C'est l'impression que j'ai eue. Et ça se règle pas autrement qu'en se dotant vraiment d'une substance, quoi. En ayant un truc, tu vois, une vision. Alors notre chance quand même, c'est quand même les députés La République En Marche. Ah, ils sont magnifiques. Ah, ils sont Ah, super. ils sont beaux, ils Ils sont sont beaux. grandioses. Je pense qu'ils ont vraiment été sélectionnés, un peu comme Foccart avait sélectionné les chefs Les d'État chefs d'État africains. africains, les rois nègres à une époque, C'est comme on ça, disait. voilà, c'est ça. C'est Focard les choisissait en se disant ah, lui, il va être bien. Voilà. Lui, il sera très bien. Il paraît qu'il y en a qui l'a pris en disant simplement oh, celui-là, il est gentil. Il faut me le garder. Oh, il est gentil, celui-là, vous me le prenez. Là, Et je pense que c'est ça. Je soupçonne en fait Delevoye, donc c'était lui qui faisait passer les oraux des candidats à la candidature pour la députation La République En Marche, Mhm. d'avoir très soigneusement sélectionné, contrairement à ce qu'on dit, les potentiels députés. Et alors, ce qui est terrible, c'est que j'ai regardé, bon, il y a quelques personnes là, qui ont été mises en avant sur les réseaux sociaux et sur Internet. Bon, il y a... Alors, si vous voulez rire, bon, c'est pas toujours... Non, mais on peut y aller. Non, Parfois, il y a vraiment il y a des moments de gêne. Hein. Il y a vraiment des moments Non, de mais gêne. on se Mais je lâche, tiens à dire, on se il y a lâche. vraiment des moments de malaise. Non, mais quand il y en a un qui tombe, on lui tape dessus. Il y a vraiment des y a moments de plus malaise. limite. Donc, il y a On se lâche, on se il y lâche. a Kobolk. Hein, et puis, alors, il y a l'autre, la Keder. Je crois que c'est la Keder. Alors, qui nous expliquait que pour faire passer les effectifs dans les classes de 24 à 12, il suffisait de les séparer, de les diviser en deux en mettant un paravent au milieu de la classe. C'est une méthode. C'est une méthode. Il y a aussi alors l'astrologue, il n'y avait pas une astrologue aussi qui prenait des séances à 90 €, je crois. Moi, ma préférée, c'est celle qui a mordu un chauffeur de Ah, il y a taxi. celle qui a mordu le chauffeur de taxi, hein. Ça, c'était pas mal, ça aussi. Ouais. C'est comme ça, hein. C'est la France d'aujourd'hui. Celle qui a Elle est mordu en le marche. Et il y a celle donc, qui est à la tête de la commission des lois, qui ignore ce que c'est qu'un décret. Elle est donc parfaitement qualifiée pour être à la tête de la commission des lois. C'est logique. Voilà. Et ben voilà. Et alors, parce qu'il y en a quand même un certain nombre hein, maintenant qui commencent à sortir. Enfin bon, pour résumer, il y a vraiment un mélange d'incompétence, de médiocrité. Il y a certainement des gens de bonne volonté dans le lot en plus, Ah, mais qui n'avaient pas du tout leur place en fait. Tout simplement, Non, mais je on pense. s'improvise pas je comme pense ça, que député, Il y a représentant 300, de la ils nation. sont 300, je crois, quelque chose comme ça. Oui, près de 300. Ils ont la majorité absolue. Donc on en a entendu parler de quelques cas sociaux assez exceptionnels, mais je suis convaincu qu'il y a aussi des mecs de qualité, hein. Oui, forcément dans le lot. Mais par contre, je suis pas sûr qu'ils aient été sélectionnés pour leur indépendance d'esprit. Non, voilà, bon, ils savaient très bien qu'ils auraient une assemblée de godillots, ils seront le petit doigt sur la couture. Je pense qu'il y a très peu de risques que Macron se retrouve avec des frondeurs comme Hollande l'a connu, ça me paraît quand même. Ah non, non, l'ordre va régner là. Ça me paraît quand même très difficilement envisageable. Ah, puis il y a aussi. J'avais bien aimé celle-là aussi, celle qui a un faux diplôme. Ah, Il y en a une qui s'est fait faire un faux diplôme, je crois. Enfin bon, il y en a quand même un certain nombre maintenant. Et bon, je pense qu'on va les découvrir au fur et à mesure des 5 années. Hein, mais à mon avis, finalement, les choix que Delevoye a fait, contrairement à ce qu'on dit, moi je pense qu'ils étaient parfaitement étudiés. moi je pense qu'il a choisi tout simplement pour avoir une assemblée de godillots qui ne l'emmerdera pas. De toute façon, on voit pas très bien à quoi sert l'Assemblée nationale, objectivement, maintenant. Aujourd'hui, non. La vraie question maintenant, à mon avis, c'est qu'est-ce qui va se passer en Allemagne en septembre? Qu'est-ce que les Allemands vont dire en octobre ou en novembre quand ils vont être en situation de dire quelque chose? Et à combien va se monter la douloureuse qu'on va présenter aux Français fin 2017, début 2018? Et comment va réagir une population qui ne se sentira pas représentée, en fait? Parce qu'on l'a vu par les chiffres. Entre les niveaux d'abstention, Oui. les scores quand même de Mélenchon et de Marine Le Pen, plus évidemment le cœur quand même des électeurs, les républicains aussi. Parce qu'elle représente quand même, c'est conséquent. Les gens qui suivent Macron réellement sont très minoritaires dans le pays, hein, en fait. Donc il va aller devant les Français pour leur dire maintenant, pour éviter une crise bancaire, sauver l'euro,
obtenir des Allemands une amorce de fédéralisme, on va vous amputer 10 ou 15% de votre pouvoir d'achat en 3 ans, ce qui, à mon avis, va être à peu près la douloureuse. Ce qui sera, à mon avis, par une hausse de la TVA, très probablement. Ça, je peux pas savoir. J'attends, je te dis, j'attends. Probablement une nouvelle hausse de la CSG. Là où Et je- évidemment, il y aura la petite cerise sur le gâteau, qui est quand même, à mes yeux, quand même la chose la plus grave. La petite déferlante migratoire qui ira bien avec. Pour faire plaisir à Madame Merkel. Probablement, mais ça, c'est très difficile à dire quand même. Parce que. Ah, il a annoncé à plusieurs reprises que la France prendrait la part du fardeau. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je ne sais pas, c'est s'ils vont nous refaire une grande opération comme celle de 2015. Avec Elan, le petit Elan. Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça dépendra aussi de données géopolitiques qui sont pas stables. Pour l'instant, à mon avis, le seul truc à peu près clair, c'est on va voir après les législatives allemandes le montant de la douloureuse et qu'est-ce qui se passe par rapport à la zone euro. Parce que là, c'est un domaine, si tu veux, où on y voit relativement clair. Tout ce qui est géopolitique, pour prévoir quelque chose, même à l'horizon de 6 mois, tu peux pas, quoi. Un Donc, trimestre. comme les histoires de flux migratoires sont liées en partie à ces histoires géopolitiques, tu peux pas, à mon avis, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Mais par contre, s'il a l'occasion, il va nous en recoller une louche, ça j'en suis convaincu. Lui et ses sponsors ne sont évidemment pas là pour préserver l'identité française, je crois qu'on avait relativement compris. Bon ben voilà. La petite menace existentielle. Enfin, une des menaces existentielles. Mais le. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment une partie des Français, en ayant fait les choix qu'ils avaient fait au premier tour, ont pu se reporter sur lui au second. En mettant même en dehors, en mettant même de côté bon, le débat calamiteux, ce genre de choses. Alors, je pense que le FN fait vraiment peur et que. Bon, déjà, il faut voir qu'il y a un grand nombre de gens, à mon avis, qui. Comment dire, qui ne réfléchissent pas. Quand ils voient le signe FN, ils ont des boutons, quoi. Des boutons, ouais. Ils se mettent à baver, ils ont une crise d'épilepsie. Donc, des gens qui J'avais réagissent noté comme les ça, chiffres. ouais. Là. Ouais. Au second tour de la présidentielle, 20% des électeurs du premier tour de Fillon se sont reportés sur Marine Le Pen, 48% pour Macron. Et concernant Mélenchon, 7% se sont reportés sur Marine Le Pen, 52% sur Macron. C'était Ipsos. Ça, c'était, Alors, moi, ce qui m'étonne un peu dans ces chiffres, c'est qu'il y ait quand même eu 52% pour se reporter sur Macron. Bon, qu'il y en ait très peu qui se reportent sur Le Pen, compte tenu du déroulement de la campagne, c'est pas très étonnant. Mais qu'il y en ait quand même eu plus de la moitié pour voter Macron, moi ça m'étonne, parce que ça veut dire vraiment chez que les Mélenchoniens, bah, je pense que le surmoi antifasciste en fait prend le dessus sur la conscience de classe. Ouais. Mais c'est quand même impressionnant, ça prouve il y a un vrai problème D'ailleurs, structurel pour le Front National. même commentaire pour les électeurs fillonistes. Que 48% se soient portés sur Macron, c'est ce qu'on avait déjà dit la première fois, ça signifie que, en dernière instance, l'électeur qui se présente comme conservateur, ou libéral-conservateur, la partie libérale l'emporte toujours sur sa partie conservatrice. Alors ça, moi, ça m'étonne moins, parce que c'est un électorat âgé, Hmm. et peut-être que je me trompe, mais j'ai tendance vraiment à penser que le fait structurant, si tu veux, majeur qui explique le verrouillage de la vie politique française, c'est l'existence d'une masse très importante Personne du troisième de âge. personnes du troisième et du quatrième âge qui, je dirais, qui votent en fonction d'enjeux qui ne sont plus du tout les enjeux actuels, quoi. C'est-à-dire, tu as des mecs, ils ont commencé à voter. On va prendre quelqu'un qui a aujourd'hui 75 ans. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à voter il y a 55 ans. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à voter en 1960-65, tu vois. Donc Mhm. leur première élection présidentielle, c'était 65.
Je pense que quelque part, tu as des gens là, ils continuent à croire que, en quelque sorte, euh, dans leur esprit, Fillon, ça veut dire Pompidou, Macron, ça veut Ouais. dire Le Canuet, et Mélenchon, ça veut dire C'est c'est Duclos, Duclos, voilà. ouais, Et Marine Le Pen, c'est c'est Tixier, Tixier, ouais. ou voilà. Et ils se rendent tout simplement pas compte de la nature du problème, de ce qui s'est passé. Et Enfin, en du fait, bouleversement anthropologique, en voilà, fait. ils ne mesurent pas. C'est-à-dire Et ils de ont, l'effondrement anthropologique aussi, voilà. dans ce Et cas. je pense qu'ils ne savent pas que en réalité, Fillon n'est pas Pompidou, mais un Pompidou qui serait obligé de passer sous les fourches codines de l'Allemagne et de la Commission européenne, totalement. Comme avait Le- bien dit David Dégaut, il avait dit on dit par erreur que la ligne Fillon est thatchérienne, allez, c'est une ligne Merkel-Schauble. oui, mais C'est ça ça. ne peut pas faire autrement, de C'est toute façon. Merkel-Schauble. Quand ils n'ont pas compris que Macron ne pouvait pas être le Canuet parce que on n'est plus en 1965 et que le Canuet qui annonçait en fait Giscard, etc. Bon, déjà c'était gratiné, mais par rapport aux problèmes que peut poser Macron, ça n'a plus rien à voir. Que c'est, ils ont toujours pas compris, ils n'ont pas réalisé. Et je pense que ça explique en partie ces résultats. Donc je suis moins surpris par ce qui se passe Du côté des fillonistes. voilà, parce que je pense que, pour dire les choses de parce que je me lâche, hein, je lâche tout, je détripe là. Je pense que c'est quand même très largement le résultat du gâtisme. Voilà. Alors que du côté des mélenchonistes, c'est un peu plus surprenant parce que je ne pensais pas que les jeunes idéalistes étaient bouchés à l'émery à ce point-là. En fait, il y a d'un côté les jeunes naïfs benets et de l'autre les vieux cons gâteux. Voilà. Mais je suis moins surpris par les vieux cons gâteux que par les jeunes naïfs benets. Putain, je me fais que des copains là, avec cette Je vidéo. vois ça. Oh ouais, je suis là. Et alors l'autre donnée que j'avais notée aussi, Oh qui oui. n'est pas inintéressante, D'accord. alors au second tour des législatives, en cas de duel En Marche Front National, ça a donné ceci. 48% des électeurs LR se sont tournés vers le Front National, 27% pour En Marche, et 25% s'en sont abstenus. Alors aux Aux législatives, législatives. par contre, en cas de duel LR-FN, les électeurs LR se sont plus tournés vers le FN. En Marche FN. En Marche FN. En marche FN, les électeurs LR, Mm. là, se sont plus tournés Ouais. vers le FN. 48% des électeurs LR se sont tournés vers le Front National, 27% pour En Marche et 25% se sont abstenus. Ah, c'est-à-dire que c'est pas la même chose qu'au présidentiel. Ouais. Et du côté des électeurs de la France Insoumise, alors 16% ont voté pour le Front National, 36% ont voté pour En Marche, et 48% se sont abstenus. En fait, je me demande si dans les deux cas de figure, ce n'est pas justement l'électorat le plus politisé des deux. Ouais, c'est pour ça. C'est-à-dire que là, en gros, on avait les gens qui se sont déplacés parmi les électeurs, les républicains, sont des gens qui sont certainement beaucoup plus proches, par exemple, de Sens commun, des gens de la Manif pour tous. Donc on va dire le cœur conservateur de l'électorat filloniste, Ouais, plus politisé. plus politisé, et même chose d'ailleurs chez les électeurs de la France insoumise. Ouais, Donc, c'est-à-dire on peut imaginer les cohortes de derniers communistes un peu à l'ancienne, ou de gens vraiment de la gauche radicale, d'accord, c'est intéressant. à mon avis. Hein. Ouais, t'as raison. Non, mais ça doit être ça l'explication. En fait, c'est les franges faiblement politisées, disons, qui peuvent se politiser temporairement, mais qui n'ont pas une vraie conscience politique solide, qui ont tendance, évidemment, à pousser le candidat centriste. Machin. C'est ça. Ouais. Finalement, en fait, Macron vient de loin, on pourrait dire. Il vient de loin. Alors, effectivement, comme tu disais, le Canuet, c'était un Macron très tempéré. Mais c'était en germe. Ah oui, C'était en déjà. germe. Giscard était... Il y a des éléments chez Macron qui rappellent Giscard. Ah bah c'est la filiation. Hein, Il y a une filiation. Delors, évidemment. Delors, évidemment. Bon, bah, par charité chrétienne, je vais m'abstenir d'en parler, mais... Bon, de toute façon, il est abstenable. Hein, je veux dire, Voilà. il est contournable, il est contournable. sapable. D'ailleurs, merci à Macron pour ça, quand même. Ah oui. Cette humiliation de Bayrou, donc garde des Sceaux, une poignée de semaines, Et de Valls. et de Sarnez, Et de Valls. et de Val. Ah oui, alors, je vais quand même me permettre la petite sortie que j'ai faite hier.
Voilà. Bon, on sait désormais la gratitude que certains ont à l'égard Emmanuel. de Manuel. Je veux dire, Pourtant, avoir fait preuve de tant d'aplatentrisme je suis total. Je veux dire, absolu. c'est quand même le Premier ministre de la France qui est venu nous expliquer qu'il n'avait pas d'autre tâche que d'empêcher un humoriste d'aller donner ses spectacles. Et bien même comme ça, quand t'as été usé, mon pote, au rebut. Donc on sait que le petit groupe de pression qu'il a servi avec tant de zèle pendant quelques années, c'est faire preuve d'une très grande gratitude. Voilà. Ah mais c'est bravo, je veux dire. Lui, c'est une humiliation, mais de A à Z. Mais ça c'est pas encore assez. Moi je veux qu'on continue de A' à Z', de A seconde à Z seconde et indéfiniment, quoi. Ça me fait du bien. Il y a l'échec lors de la primaire, donc battu par Hamon. Battu par Hamon. Battu par Hamon. Hamon a gagné une élection. Battu par Hamon. Mais c'était Valls en face. Battu par Hamon, bon, il y avait Manuel Valls en face, effectivement. Donc, battu par Hamon, n'est même pas directement le candidat de la République En Marche. Alors bon, ils ont quand même la bonté de ne pas lui mettre un candidat dans les pattes. Ouais, je crois que c'est pour le garder, pour le torturer pendant 5 ans. Voilà, gagne dans des conditions rocambolesques qui mériteront d'ailleurs, à mon avis, Il y aura un match retour. il y aura très probablement un match retour. Oh oui, Face à une candidate de la France Insoumise qui visiblement était soutenue par le pire, je crois. Elle avait des amitiés avec je crois qu'elle avait des connexions avec le pire. Ah, mais En tout cas, des membres dans son entourage. Oh bah alors là. Donc, enfin, bon, c'est superbe de bout en bout, quoi. C'est superbe de bout en bout. Non, c'est vraiment mal. Valls, ça a été un des plus beaux moments. Ça a été un des plus beaux moments de cette campagne. En toute charité chrétienne, je vais dire voilà. Et si, donc, comme on disait, Sarnez, ça c'était pas mal aussi. Et on a quand même échappé à Sylvie Goulard à la Défense. Oui, je pense Parce que ça c'était beaucoup moins drôle et c'était vraiment particulièrement dangereux. Les militaires sont pas contents. Hein. Ouais. Ça fait encore des gens pas contents. Ça fait beaucoup maintenant dans la France. Bon. Goulard, oui. Qui était d'ailleurs membre d'un think tank, comme on dit, un réservoir d'idées, un laboratoire d'idées, donc américain, pro-Union européenne. Ah, mais c'est plus donc il s'est retrouvé ministre de la Défense, qui aurait déclaré un jour à Jacques Millard, c'est Jacques Millard qui l'a rapporté, je ne me sens pas française. La vue son CV, c'est logique. C'était logique, vu le CV. Je ne me sens pas française, et donc qui était favorable à ce qu'ils appellent pudiquement la défense européenne, traduire défense européenne, démantèlement de la défense française, il faut le traduire comme ça. D'ailleurs, ça suit son cours, puisque 850 millions d'euros de budget en moins, logique. Et comme je l'ai déjà annoncé au micro de Méridien Zéro pour ceux qui avaient écouté cette émission, je suis persuadé que dans les semaines ou les mois qui viennent, certains demanderont que le siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU de la France ne revienne plus à un Français, mais à un membre permanent, un haut représentant de l'Union européenne, donc un haut représentant des 28. C'est-à-dire que la France n'aurait plus réellement son droit de veto à l'ONU, et évidemment n'aurait plus réellement la main mise sur la dissuasion nucléaire. Ça avait déjà été avancé il y a quelques années, ça a été mis aux oubliettes, mais je suis sûr que ça va revenir sur le tapis. Moi, je pense que Macron est là pour finir de démolir la maison. Et ben voilà, on a fait le tour. On a fait plus court que la dernière fois, j'espère quand même. Là. Ah, je pense, ouais. Bon. Bonnes vacances. Allez, profitez bien. À bientôt.